Donc bienvenue à tous, bienvenue pour cet entretien à deux voix consacré à l'éthique en entreprise. Deux voix qui heureusement sont accompagnées de leur corps, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Sœur Cécile Renoir, qui est, alors il y a les dates de naissance, donc je vais les donner, qui est née en 68, qui est religieuse de l'Assomption depuis 91, qui est professeur de philosophie au Centre Sèvres, qui est la faculté jésuite de Paris. C'est tout récent, hein, cette nomination de professeur. Voilà, donc on vous félicite. Enseignante à l'École des Mines de Paris en éthique des multinationales. Directrice du programme de recherche CODEV, entreprise et développement, et ça c'est à l'ESSEC. Dans le cadre de conventions de recherche avec des ONG telles que le CCFD ou encore l'AFD, l'Agence française de développement, Cécile Renoir étudie l'impact sociétal de projets menés par des grands groupes de secteurs variés. Ça peut être Veolia, ça peut être Total, ça peut être Danone, dans les pays du Sud comme le Nigeria, l'Indonésie, l'Inde. Et sœur Cécile Renoir est l'auteur de nombreux ouvrages que vous trouverez à la librairie de Valpré, mais également de celui-ci sur lequel moi je me suis particulièrement appuyée pour préparer ce débat, Éthique et entreprise, dans la collection Pourquoi les chrétiens ne peuvent se taire, les éditions de l'Atelier. Donc vous le trouverez, je vous le conseille vivement. On peut lui souhaiter la bienvenue si vous le voulez bien. On peut l'applaudir bien fort. Alors Emmanuel Faber est né en 64, marié, père de 3 enfants. Avant d'entrer chez Danone, il a eu une vie dans la finance. On reviendra un moment sur cette première partie de carrière Emmanuel. En 97, il est recruté par Danone comme directeur financier. Il est notamment recruté parce qu'il a la réputation d'être un sacré négociateur, presque un requin. Je dis ça discrètement. Il va y avoir un très beau compagnonnage avec Franck Ribou, hein, le PDG de Danone. Il va y avoir toute une aventure autour du social business, mais pas que, et on y reviendra aussi. Et puis, eh bien, au moment où on a lancé l'invitation à Emmanuel Faber pour venir aux entretiens de Valpré, il n'était entre guillemets que numéro 2 de Danone. Et entre-temps, depuis le 1er octobre, il est numéro 1. Moi, je dis Emmanuel Faber, on doit un peu vous porter chance. Je pense qu'on vous porte chance. Donc on vous félicite et je voudrais vous remercier d'être là et inviter Guylain Lafont à venir me rejoindre sur scène parce que je crois que Guylain a un petit mot particulier pour tous les deux. Je voudrais beaucoup vous remercier tous les deux d'être là parce que sœur Cécile, vous êtes un Spoutnik interplanétaire et ça fait 10 ans que je cherche à vous avoir. Et puis Emmanuel, moi, je voudrais te remercier aussi beaucoup parce que ça fait des années que nous nous envoyons des mails. Ça fait des années que tu nous dis « mais vous vous débrouillez très bien sans moi ». Sauf que là, on a réussi à t'inviter et à peine on t'avait invité, tu as été nommé et j'ai eu très peur que tu ne viennes pas. Et donc que tu sois là, c'est formidable. Et moi, je vous propose de l'applaudir parce que je pense que vraiment, c'est formidable. Merci beaucoup, Guylain Lafont. Donc, éthique et entreprise pour cet entretien à deux voix. L'éthique va en prendre un coup dès le départ parce qu'on vous a promis un entretien à deux voix et clairement, ce ne sera pas un entretien à deux voix puisqu'on va vous inviter tous, autant que vous êtes, à y participer par l'intermédiaire de vos téléphones portables. Donc, surtout ne les éteignez pas. Vous allez pouvoir d'ici quelques temps nous envoyer vos questions, mais on va démarrer par un sondage où c'est vous qui allez répondre à une question qu'on se pose avec Emmanuel et Cécile. Il vous suffit d'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui est inscrit derrière vos cartons que vous portez vertement autour du cou. Il y a un numéro de téléphone et vous allez envoyer le chiffre 1, 2 ou 3 en fonction de votre conviction par rapport à la question suivante. D'après vous, l'éthique en entreprise, est-ce que c'est 1, un étendard de supercherie, 2, une réalité superficielle, ou 3, une conviction en marche. D'après ce que vous voyez autour de vous, d'après ce que vous croyez, vous pouvez répondre hein, si vous avez vos portables aussi. 1, un étendard de supercherie, 2, une réalité superficielle, 3, une conviction en marche. Si 100% des votes vont vers le 1, on arrête le débat immédiatement. Et le 3 aussi. Exactement. Donc, je vous laisse. Vous ne répondez qu'une fois. Envoyez vos petits textos et d'ici quelques secondes, on aura une réponse. Question.
Alors, la question est inscrite sur les écrans si vous ne la voyez pas. D'après vous, l'éthique en entreprise, c'est un étendard de supercherie. Vous mettez juste le chiffre 1. Est-ce que c'est une réalité superficielle? Vous mettez juste le chiffre 2. Ou si vous pensez que c'est une conviction en marche, vous tapez 3. Ça vote, ça vote. Voilà, puis vous n'hésiterez pas à tweeter sur ce débat puisque vos portables sont allumés. Alors, on va pouvoir avoir vos résultats. Cécile, vous vous attendez. Alors prenez vos micros, l'un et l'autre. Il y a... Emmanuel, il n'y a pas de micro? Vous avez une idée de la réponse qu'on va avoir? Aucune? Elle est où? Ah, ça y est, c'est parti. Alors, 45,45% pensent que c'est une réalité superficielle, suivie de très près par une conviction en marche, ah quand même, et un étendard de supercherie. Analyse des résultats, Emmanuel Faber. On va l'utiliser maintenant qu'il est là. Ouais. En fait, pour moi, la question, c'est quand on parle de réalité superficielle, la question pour moi, c'est plus est-ce que c'est une réalité profonde qui a du mal à émerger, ce qui, du coup, nous mettrait sur le chemin d'une conviction en marche. Je pense que si on faisait le même sondage de façon beaucoup plus vaste que parmi les participants de cette discussion, on aurait sans doute beaucoup plus de voix à gauche, entre guillemets, qu'on ne les a sur cet écran. Je rencontre encore beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est de la communication ou du marketing, pour simplifier. Voilà. Vous ne m'avez pas demandé ma réponse, donc je la garde pour tout à l'heure. D'accord, Cécile, la réaction par rapport au sondage? Oui, il me semble qu'une des raisons de la méfiance à l'égard de ce qu'on appelle l'éthique des affaires, l'éthique en entreprise ou autre, c'est qu'elle est quand même apparue à un moment où on a aussi beaucoup dérégulé. Et donc, d'une certaine manière, on peut parfois se demander s'il n'y a pas eu d'autant plus de discours sur l'éthique en entreprise qu'on a donné moins de place à la question des réglementations et de réglementations justes. Alors à partir de maintenant, vous pouvez utiliser vos portables pour nous envoyer des SMS, des textos, poser vos questions à Emmanuel ou à Cécile. On attend une forte participation de votre part. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui a déjà été évoqué et ce matin et au déjeuner débat, mais je voudrais que vous deux vous y reveniez. Le nom de Comte-Sponville a été cité plusieurs fois. En 2008, quand la crise a éclaté, on a des gens comme Nicolas Sarkozy, comme Gordon Brown, comme Barack Obama qui disaient la crise a éclaté parce que les entreprises sont immorales. Et on nous a rappelé tout à l'heure que Comte-Sponville, le philosophe, lui, dit que l'entreprise n'a pas à être morale ni immorale, elle est amorale. Sœur Cécile Renoir, je crois que Comte-Sponville, il vous énerve un peu. C'est-à-dire que dès 2004, en fait, quand je démarrais ma thèse, je m'étais intéressée à son livre qui venait de sortir, Le capitalisme peut-il être moral? Et ce qui m'avait beaucoup frappé, et c'est vrai, pas mal agacé à l'époque, enfin, ou en tout cas, je sais pas, je vous dire, attristé et inquiété, c'était le fait qu'un certain nombre de cadres dirigeants dans les entreprises citaient énormément son livre, et j'avais le sentiment que c'était une façon de se dédouaner d'un certain nombre de responsabilités, d'une réflexion au titre individuel et au niveau collectif. C'est-à-dire que l'idée de Comte-Sponville, c'est en gros de reprendre, alors en fait, ce qui est en sciences de gestion, ce qu'on appelle la pyramide de Carroll, que d'ailleurs dans mon petit livre je cite, l'idée étant qu'il y a au bas de la pyramide, en fait, l'objectif premier de l'entreprise, c'est faire du profit, ensuite respecter la loi, ensuite être éthique, et enfin la philanthropie. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision-là de l'activité économique, et encore moins avec l'idée qu'elle conduise certains à se dédouaner en se disant notre premier objectif, c'est le profit, un peu coûte que coûte, puis ensuite, il y a quand même de la réglementation à respecter, puis éventuellement, après tout ça, on peut se poser des questions sur ce qui relèverait de l'éthique ou de la philanthropie. Et moi, il me semble que ce qu'il faut concevoir, c'est une réflexion sur le rôle de l'éthique vis-à-vis de toute l'activité économique,
Et puisque nous sommes dans un cadre chrétien, je voudrais juste rappeler ce qui est dit très fortement déjà dans l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI, cette idée que l'objectif, c'est que toute la finance et toute l'économie soient traversées par cette visée éthique. Et il y a de fortes paroles du pape sur la critique justement de ce qu'on appelle l'éthique des affaires ou des bonnes pratiques, quand ce ne sont que des pratiques dispersées, marginales, à côté du cœur de métier. Et moi, fondamentalement, ce que je trouve important et intéressant, c'est d'essayer de décortiquer l'activité économique, de dire qu'elle est pétrie de tensions diverses et que la démarche éthique, c'est une démarche pour avancer, pour une plus grande mise en cohérence des principes auxquels on croit collectivement dans une société, pas au sens de la société commerciale, mais dans la société politique, et puis voir comment ça peut se déployer au sein d'une entreprise. Alors, je ne sais pas si dans le public, les personnes pensent encore que l'entreprise ne sert qu'à faire du profit et qu'elle n'a pas à s'occuper d'éthique, mais toujours est-il qu'un jeune homme qui travaillait dans l'univers des banques d'affaires avant de rentrer chez Danone, lui était très très remonté et pensait qu'il n'y avait pas d'autre solution que de laisser la sphère économique suivre sa propre logique tout en limitant son emprise pour préserver la société civile. Et ce jeune homme avait même écrit un livre qui s'appelait Main basse sur la cité, dans lequel il s'indignait contre la mode de l'entreprise citoyenne qu'il dénonçait comme une OPA sur la morale. Donc je pense qu'Emmanuel Faber se sera reconnu. C'était il y a longtemps, mais cette pensée a existé chez vous. Elle a d'ailleurs mal cohabité avec celui que vous étiez vraiment. Oui, elle a existé parce que j'ai été le témoin dans ces années passées sur les marchés financiers, dans la banque d'affaires, dans le conseil, de modes de fonctionnement à l'intérieur des grandes entreprises, qui étaient essentiellement les entreprises avec lesquelles nous travaillions, qui n'avaient rien à voir dans les réunions qui se déroulaient entre 8h le soir et 2h du matin, avec ce que je lisais dans les journaux de publicité institutionnelle sur la citoyenneté des mêmes entreprises le lendemain matin. Voilà, et donc ça m'a interrogé d'abord sur ma propre pratique, en étant acteur de ce monde-là et de ces mécanismes. Et j'en suis arrivé en effet à me dire qu'il n'y avait pas d'autre, pour la sauvegarde de l'humanité et de la société civile, il n'y avait pas d'autre solution que de cantonner l'entreprise à un rôle d'efficacité pure et à son rôle de maximisation des profits, et c'était en 1992. Voilà, et en effet, depuis, j'ai changé. Alors justement, c'est très intéressant parce que je vais prendre la question SMS qui vient d'arriver et vous allez nous expliquer si pour l'un comme pour l'autre, puisque vous êtes tous les deux croyants, enfin sœur Cécile on espère, et Emmanuel vous l'avez assez dit. La question est la suivante, est-ce que c'est ça qui vous a fait changer? Pensez-vous que la foi, la conviction religieuse de chaque salarié contribue à une éthique collective et constructive pour une entreprise et puisse être un atout encore inexploité pour son dirigeant? Cécile? Emmanuel? Cécile. Alors, je ne sais pas si je dirais que la foi, la conviction religieuse, au sens d'une référence explicite à une religion, pas forcément, mais ce qui serait de l'ordre de la foi au sens où le théologien jésuite Christophe Théobald en parle comme crédit fait à l'existence, à la vie, cette espèce de confiance fondamentale qui fait l'humain se reconnaître récipiendaire d'une vie dont nous ne sommes pas la source, et dont nous avons quelque chose à faire, ça, il me semble que effectivement, ça peut contribuer à animer à la fois un esprit d'entreprise, la participation à une action collective dans l'entreprise ou ailleurs, et que ça peut, oui, et que sans doute, on n'a pas fini de mobiliser ces ressources-là. Alors après, de quelle manière, ça rejoint un peu aussi tout ce dont il a été question depuis ce matin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une façon très instrumentale de le faire, et puis qu'on peut se poser de bonnes questions sur la manière dont parfois la place du travail se situe par rapport à d'autres sphères de l'existence pour chacun. Mais voilà, mais ce sens-là d'une approche confiante de la vie et du vivre ensemble, ça, il me semble que ça concerne à la fois l'entreprise et nos institutions générales. D'ailleurs, la racine grecque du mot économique veut dire vivre ensemble. Hein, oui, c'est l'oikos en grec, c'est la maison, la demeure, voilà. Et nomos, ce sont les règles. Donc c'est en fait ce qui nous permet de vivre ensemble bien, il faut espérer. Emmanuel, par rapport à cette question SMS? Oui, la fin de la formulation, pour moi, fait partie de ce qui m'a poussé à écrire ce que j'ai écrit, c'est-à-dire une forme d'instrumentalisation. Moi, au départ, j'ai
une réflexion qui est plutôt ancrée dans la philosophie d'Emmanuel Kant, et qui dit une chose simple, c'est que ce qui est moral a une valeur en soi, et si je fais de la morale dans le but de faire d'autres choses, je ne suis pas moral, j'ai juste un intérêt à faire ce que je fais. Et donc se dire que la foi, les convictions, je ne sais pas quoi, serait un atout inexploité pour l'entreprise, ça m'a posé à 25 ans le problème qui m'a conduit à écrire ce que j'ai écrit. Je pense que j'aurais aujourd'hui, j'ai d'ailleurs la même réticence à cet égard, mais je me suis aperçu, à titre personnel, c'est mon expérience, qu'en refermant le bouquin que j'avais écrit, je signais un arrêt de mort pour l'économie. Je pense que la parole des personnes qui disent « c'est comme ça, on n'y peut rien, le capitalisme et la morale, ça n'a rien à voir, ou avec l'éthique, ça n'a rien à voir », est une parole qui est morte. Elle est morte. Parce qu'elle décrit un état de fait, et donc une parole qui ne projette pas vers un changement, vers le fait de grandir en conscience pour les personnes qui l'accueillent et celles qui l'émettent, pour moi est une parole morte. C'est le risque que j'ai pris, parce qu'à 26 ans j'ai failli partir faire complètement autre chose, c'est le risque que j'ai pris en restant, ou d'ailleurs en passant dans l'entreprise, et en me coltinant ce risque tous les jours depuis maintenant presque 20 ans. Autre chose, on a envie de savoir quoi? Ouais, enfin non, mais qui n'avait rien à voir avec la sphère marchande. De l'humanitaire. Et économique. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Alors, à un livre est venu répondre à un autre livre qui est sorti en 2011, que je vous conseille vraiment ardemment, Chemin de traverse, vivre l'économie autrement, qui n'est pas du tout un livre d'économie, en fait, c'est vraiment le parcours d'Emmanuel Faber, et justement, on part de ce jeune homme de 25 ans pour arriver à l'homme que vous avez en face de vous aujourd'hui, et toute sa réflexion qui a évolué, et qui a notamment évolué au sein de Danone, et fait évoluer Danone. Mais avant de partir dans les exemples concrets, je voudrais qu'on se mette d'accord, sémantiquement parlant, sur une définition de l'éthique, qu'on sache tous de quoi nous parlons. Il y a une très belle définition de l'éthique donnée par sœur Cécile Renoir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elle, mais en tout cas, c'est la sienne. Est-ce que vous voulez que je la lise ou vous voulez la dire vous-même? Lisez-la, parce que au mot près, je ne suis pas capable de la redonner. Alors, je vous la lis. Je définis l'éthique comme la recherche déterminée, personnelle et collective de la vie bonne, aujourd'hui et demain, dans des institutions justes, au service du lien social et écologique. Il n'est pas vieux le bouquin, vous la revendiquez toujours? Oui, absolument. Alors, est-ce que je peux commenter? Mais commentez, un petit peu, voilà. En fait, derrière, alors ceux qui sont un peu familiers de certains auteurs reconnaîtront surtout la définition que le philosophe Paul Ricoeur donne de la démarche éthique. Donc Ricoeur écrit, c'est la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors déjà ça, je commente un tout petit peu. Ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que sont conjuguées à la fois cette idée d'une vie bonne, caractérisée, ce qui constitue, alors les Espagnols ou les hispanophones parlent du buen vivir, ce qui est encore peut-être plus évocateur, dire ce qui peut donner saveur à nos existences personnelles et collectives. Donc c'est avec et pour autrui, donc c'est le fait déjà d'emblée une relation à l'autre. Dans des institutions justes, ça me semble absolument décisif pour ne pas faire de l'éthique qu'une affaire personnelle, mais articuler les engagements personnels, les convictions personnelles avec un décryptage des institutions dans lesquelles nous sommes. Et c'est ça qui m'a beaucoup manqué dans la discussion qu'on a eue précédemment, c'est le manque de référence à la caractérisation des institutions, c'est-à-dire faire référence explicite au fait qu'à mon sens, comme citoyens, hommes et femmes de bonne volonté, nous sommes tous amenés à reconnaître que nous vivons dans des États, dans des sociétés, au cœur d'institutions, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, culturelles, éducatives, des institutions dont nous héritons collectivement, mais à l'égard desquelles nous avons une responsabilité pour nous-mêmes, pour nos enfants, petits-enfants, pour les générations futures. Et ça, il me semble que la morale, c'est pas une question de être gentil dans les affaires ou s'occuper simplement de son entreprise ou autre. Ça touche toutes les dimensions du vivre ensemble. C'est pour ça que je ne suis pas toujours à l'aise avec le fait de ramener la question morale uniquement à la vie économique, parce qu'il me semble que derrière, l'enjeu est la caractérisation de ce qui se passe dans nos sociétés et le discernement personnel et collectif que nous sommes appelés à faire.
Alors je voudrais quand même juste dire un point de ce qui me semble absolument décisif aujourd'hui quand on parle d'éthique, et justement en parlant des institutions justes, et ensuite peut-être appliqué à l'interrogation sur le capitalisme dans sa forme actuelle, c'est que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'humanité et de la planète dans lequel nous savons que nous ne pouvons pas continuer à produire et à consommer de l'énergie comme nous l'avons consommée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les ressources naturelles. Donc nous prenons conscience que notre planète est finie, que nous sommes en train de l'épuiser. Pour donner juste un chiffre, alors il y en a un qui me frappe beaucoup, c'est dire que, en gros, on sait que pour limiter à 2 degrés l'augmentation de la température à l'échelle du globe d'ici la fin du siècle, les estimations qui ont été faites par les chercheurs du GIEC, donc les experts scientifiques, consistent à dire qu'en gros, il faut le volume d'émissions globales en équivalent CO2 est de 800 gigatonnes. Et nous savons que nous avons consommé à l'échelle planétaire entre 1970 et 2010 500 gigatonnes sur les 800. Donc dans les 40 années qui viennent, il faudrait réduire fortement nos émissions et donc nos consommations. Donc ça veut dire une révision dans les pays du Nord et dans les pays qui sont les plus consommateurs et qui ont déjà un niveau de vie très élevé, réduire fortement, pour réduire nos émissions, ça veut dire non seulement transformer nos modèles de production, mais transformer aussi nos choix de consommation et nos styles de vie. Alors on reviendra peut-être à l'écologie oui, non, mais après, juste parce que je voudrais la définition de l'éthique d'Emmanuel Faber. Et juste pour dire que pour moi, l'éthique aujourd'hui, appliquée à l'entreprise, c'est une question de vie et de mort, et c'est une question de contribution, on pourrait y revenir, de contribution politique de l'entreprise à l'égard des biens communs mondiaux. Et ça, il me semble que c'est tout autre chose, c'est pas un discours bisounours ou autre sur la morale dans les affaires. Enfin, on est vraiment acculé à réfléchir autrement. Et ensuite, je pense que ça peut engager une réflexion autre sur le vivre ensemble et sur les relations. Merci beaucoup. Emmanuel Faber, votre définition de l'éthique, à moins que celle de Cécile vous convienne parfaitement. Je vais la reformuler différemment. J'en ai sans doute une longue et une courte. Je vais essayer de faire entre les deux. Ce qui me semble, pour pouvoir parler de l'éthique, je pense qu'il faut partir de la posture que chacun peut avoir sur ce qu'est la vie et le sens de la vie. J'ai beaucoup de mal à comprendre même l'idée que le capitalisme soit regardé comme amoral pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que c'est regarder les choses sous une forme technique qui ne rend absolument pas compte de ce qu'est la réalité de l'économie, oikos nomia, dont on parlait tous ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation de notre vie collective, de notre vivre ensemble en tant qu'individus, femmes et hommes. C'est-à-dire qu'une entreprise, je peux considérer qu'elle est amorale, à la limite, lorsque le soir, on éteint au siège les lumières, il n'y a plus personne à part le service de sécurité, ou dans une usine, quand on débranche l'énergie le week-end et que rien ne se passe. Tout est mort. Donc effectivement, elle est amorale et morte. Mais à partir du moment où vous faites rentrer le premier salarié, le balayeur du matin, l'opérateur, le gardien, etc., vous rentrez de l'humain. À partir du moment où vous rentrez de l'humain, vous rentrez une interrogation éthique sur quel est le sens de la vie de cette personne. Donc je pense que c'est dramatiquement réducteur que d'observer le capitalisme ou son avatar de microéconomie qu'est l'entreprise sous l'angle simplement de son rôle technique d'outil de production, d'organisation de production de biens et de services, de valeurs et que sais-je. Deuxième chose, je ne crois pas qu'il y ait de système. C'est-à-dire que quand bien même on pourrait se poser la question de savoir si c'est moral ou amoral, ceux qui m'ont lu savent que je reprends cette image, je suis dans un embouteillage, je ne suis pas dans un embouteillage, je suis l'embouteillage. J'en fais partie intégralement. S'il y a un embouteillage, c'est à cause de moi ce soir-là. Et donc, je suis acteur. Donc, il n'y a pas d'un côté un système dont je serais, je me tiens à l'extérieur de ce système et je le subis ou je cherche à l'influencer de l'extérieur. J'en suis profondément acteur. Alors je dis tout ça parce que, pour rejoindre ce que disait Cécile tout à l'heure, moi je ne crois pas du tout qu'il y ait d'un côté une éthique des affaires et de l'autre une éthique de je ne sais quoi d'autre. L'éthique, c'est fondamentalement la question en conscience de ce que je crois être juste pour ma vie et pour celle des autres. Donc, l'intuition la plus simple qui me vient pour donner ma
petite définition à moi de cette interrogation éthique, c'est une espèce de ligne de crête qui est dans le rapport entre mon identité et l'altérité. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je donne à chaque instant? Qu'est-ce qui est du domaine de l'intérêt et qu'est-ce qui est du domaine de la gratuité à chaque instant? Et tout est mélangé, c'est jamais blanc et noir. Donc la question, c'est le discernement sur cette crête de la direction que je prends et de commencer par être bien conscient du fait que je ne fais jamais quelque chose qui est complètement bien, entre guillemets, et jamais quelque chose qui est complètement mal, entre guillemets. C'est bien au-delà de mes capacités. Et je pense que cette interrogation sur cette ligne de crête, c'est une ligne de crête qui, en effet, traverse complètement ma vie, bien au-delà de la question de comment je me conduis de 9h du matin à 8h du soir et ensuite en famille ou avec mes amis. Oui, alors Cécile, vous voulez intervenir, puis on prendra aussi le premier SMS, mais je vous écoute. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, moi il me semble, et chemin faisant, dans les liens que je peux avoir avec soit des étudiants, des professionnels, dans les sièges des entreprises comme sur le terrain, dans des filiales ou autres, et puis avec des gens qui sont affectés d'une manière ou d'une autre par les activités des entreprises. Ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est la question alors, de ce que, par exemple, un philosophe contemporain qui s'appelle Michel Terechenko caractérise comme la question de la présence à soi. Et je trouve ces travaux très important parce que dans la ligne de ce que Hannah Arendt avait essayé d'étudier du comportement des fonctionnaires allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a repris ses travaux et puis il s'est basé aussi sur un certain nombre d'études de psychologie sociale qui ont été faites notamment aux États-Unis dans les années 50, 60, 70 depuis, pour essayer de comprendre comment collectivement les gens se comportent et comment ce mystère de personnes qui sont comme vous et moi et qui, mis dans certaines situations, pour la plupart, agissent d'une manière complètement moutonnière, irresponsable et commettent le mal. Et puis pourquoi essayer de comprendre aussi, alors il appelle ça la banalité du mal, mais banalité du bien, comment certains arrivent à réagir autrement et le font sans se considérer comme des super-héros, mais simplement en disant parce que c'est ça que je dois faire. Et en fait, profondément, ce qui ressort des analyses, alors on se souvient que chez Hannah Arendt, ce qu'elle évoque, c'est la question de la capacité à penser hors du cadre, out of the box, comme diraient les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, la démarche éthique, c'est cette capacité à penser hors des cadres qui nous ont été inculqués aussi, mais aussi parce qu'on nous a donné la possibilité de développer cette capacité critique, mais pas simplement pour être dans un discours de critique permanente, de soupçon, mais d'être dans une approche constructive et qui est liée positivement à ce qu'on peut appeler la présence à soi, c'est-à-dire un rapport à l'intériorité, à ce qui me fait vivre profondément, à la question du sens que je donne à mes actions et à celles des autres. Et ça, moi, ça me semble fondamental et malheureusement, ça me semble manquer beaucoup même dans les cursus, dans la capacité à aider chacun à avancer dans sa propre existence au plan professionnel, au plan personnel et humain. Je pense que c'est un des grands défis pour nos sociétés. J'ai le droit d'ajouter quelque chose. Je trouve que je vis, comme beaucoup d'acteurs qui sont plongés tous les jours dans l'économie, dans un modèle qui tend à nous décrire ce que nous faisons, le monde des affaires, comme étant totalement tourné vers une efficacité de création de valeur économique, et cette création de valeur économique tournée vers la valeur des actionnaires. Ce sont des constructions mentales, rien de plus que ça, qui ont été justifiés dans les années 70 par Milton Friedman et ses partisans, et qui ont servi très très largement à déréguler l'économie américaine et la finance américaine pendant les 30 années qui ont suivi, jusqu'à la crise de 2008 dont on parlait tout à l'heure, en produisant de la littérature académique, des PhD à Harvard et tout un tas de trucs, et Goldman Sachs finançant des shares. Voilà, donc self-fulfilling prophecy, comme on dit en anglais. On a fini par s'installer dans un modèle où sont enseignés, moi je suis passé par HEC il y a 25 ans, on nous enseignait la même chose, sans se poser la question de savoir qui avait posé ces bases-là, pourquoi, en quoi ça limitait notre compréhension du monde. Et de ce fait, on autorise du coup un agir dans l'économie qui n'est bordé au mieux, et ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs,
par l'aspect réglementaire et la régulation, qui a tendance globalement, qui a eu tendance, c'est un peu différent maintenant, mais enfin globalement à disparaître, en considérant et du coup en confondant totalement la moralité et la légalité, qui n'ont absolument rien à voir, rien à voir. Donc à partir du moment où c'était légal, et je dis et encore, j'ai le droit entre guillemets de le faire. Indépendamment de cette interrogation dont parle Cécile et qui me semble fondamentale, c'est que dans mon rapport à moi-même, est-ce que je suis en train de me détruire ou est-ce que je suis en train de me construire? Et est-ce que dans mon rapport à l'autre, je suis en train de le détruire ou nous participons ensemble à une forme de co-construction? Et aux tenants qui restent extrêmement nombreux, c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas être complètement leurré par les statistiques de notre groupe d'aujourd'hui. Du fait que l'éthique, ça sert surtout à travailler la réputation et donc à travailler tranquille sans trop qu'on se fasse emmerder derrière le rideau. Je pose cette question et je me la pose évidemment à moi-même. À partir du moment où on se dit que la gratuité, dont je disais tout à l'heure que pour moi, elle est l'une des pentes de cette ligne de crête de l'éthique entre l'efficacité et la gratuité. Quand on dit la gratuité n'a pas sa place en entreprise, pour moi, c'est une aberration. Parce que si elle n'a pas sa place en entreprise, il faut qu'on me dise où elle a sa place. Quand je demande à mes gamins, ça ne marche plus maintenant, mais de mettre le couvert ou de ranger leur chambre, s'ils ne le font pas, on va payer quelqu'un pour le faire. Donc c'est bien une transaction microéconomique dans mon milieu familial. L'économie étant oikosnomia, c'est-à-dire la façon dont nous gérons, la façon dont nous vivons ensemble, c'est vrai. Et c'était vrai d'ailleurs pour les Grecs en premier lieu, on parlait d'économie domestique, c'est vrai au cœur même de mes relations privées, personnelles. Et à l'inverse, je ne vois pas comment on peut placer cette limite entre la sphère professionnelle et la sphère privée de mon agir et de mon être à moi. Je prends un exemple. 9h du matin, juste avant d'aller au bureau, je m'arrête au café d'en face, je suis dans ma vie professionnelle, efficacité, pas question que je laisse un pourboire. Bon, j'arrive au mois d'avril, il est 8h du matin, je suis dans ma sphère privée, je trouve le gars sympa, il s'est démarré tôt le matin, je vais lui laisser un pourboire. Je regarde la montre, mince, je me suis trompé, en fait on est passé à l'horaire d'été. Il est 9h, il est même 10h bientôt. Je suis en retard, je suis dans ma vie professionnelle, donc je vais retirer les 2 € ou l'euro que j'ai laissé dans la coupole. Ça a juste aucun sens. Donc cette limite qu'on essaye, pour se rassurer, pour pouvoir dormir la nuit sans trop se poser de questions, de mettre entre la gratuité du domaine privé et l'intérêt économique du domaine de la vie de l'entreprise et des affaires, est juste une absurdité. Cette limite, elle passe à un seul endroit, c'est au cœur de ma conscience, à moi. Cette ligne de crête, elle est là au milieu. Et donc tant que je ne la revisite pas et que je ne travaille pas à la faire évoluer, à la faire bouger intérieurement pour continuer à me... Je suis, de mon point de vue, dans une impasse, c'est-à-dire dans un aveuglement par rapport à ce qu'est la vraie réalité et pas celle de ce que les modèles anglo-saxons, entre autres, mais pas seulement, nous poussent à croire. Cécile. Et pour aller dans le même sens, pour moi, ensuite, la question, c'est à partir de cette prise de conscience-là, que je suis finalement, comment ça peut avoir des effets sur ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, la transformation possible des modèles dans lesquels nous sommes immergés. Et là, je cite souvent une expérience que j'ai faite il y a 2 ans. Je participais à un congrès de pétroliers sur les questions de HSE, Health, Security, Environment. Et on m'avait demandé de présenter le fruit de mes recherches au Nigeria depuis maintenant à peu près 10 ans sur les effets sociétaux de l'activité des pétroliers. Bon. Et alors j'étais très frappée. C'était une conférence, donc uniquement, moi j'étais seule académique hors milieu pétrolier. Et donc ça m'intéressait beaucoup d'aller discuter avec les cadres dirigeants de ces entreprises au moment des pauses, là dans les stands. Et ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que donc je les interrogeais sur la façon dont ils percevaient les enjeux de climat-énergie. À plusieurs reprises, au bout d'une conversation de 10 à 15 minutes à bâton rompu, tout à fait cordiale, les gens finissaient par me dire, la personne, on était en entretien individuel, me disait nous allons dans le mur, et puis rajouter mais je ne devrais pas vous dire ça, ou ne dites pas que je vous l'ai dit. Et alors ça m'a fait réfléchir, parce que ce n'était pas une personne qui a réagi de cette façon-là, ça a été au moins 3.
Et voilà, il ne s'était pas donné le mot, évidemment. Et je me disais que c'était tout à fait significatif du décalage qui peut être perçu par certains qui, au titre, parce que ces personnes parlaient aussi, au titre de leur analyse professionnelle de ce qui se passe. Et ils étaient tout à fait conscients qu'en un sens, évidemment, on a besoin de pétrole. C'est pas le plus sujet. Les choses ne sont pas non plus si simples. Et ce n'est pas du tout ça qu'ils voulaient dire non plus. Mais le fait de pouvoir poser la question un peu fortement, de dire est-ce que nous devons continuer à investir massivement comme nous le faisons dans les énergies fossiles, est-ce que c'est ça la solution véritablement qui va répondre aux besoins et à la gravité des enjeux de demain? En réalité, ils estimaient qu'ils n'étaient pas habilités, autorisés à avoir ce type de parole si ce n'est en off. Et ça, pour moi, c'est révélateur quand même d'une difficulté profonde, c'est-à-dire d'un cloisonnement à l'intérieur des entreprises, bien fréquemment, et de la très grande difficulté des cadres dirigeants à avoir des espaces dans lesquels ils puissent réfléchir et faire émerger ces tensions entre ce qu'ils perçoivent à court terme et ce qui serait envisageable ou souhaitable à plus long terme. Alors, on va prendre 2 questions SMS d'affilée, mais il va falloir qu'on me remette aussi celle qui a été éliminée. Je vais en mixer 2. Comment expliquez-vous l'hypocrisie de votre génération à enseigner l'éthique et la RSE, alors que votre génération même est la moins respectueuse de ces valeurs que le monde ait connues? Il y en avait une qui a disparu, il faut me la remettre tout de suite, qui était destinée à Emmanuel Faber. Si vous pouvez me la remettre techniquement parlant. Alors. Allô. Voilà, c'est celle. Emmanuel, après toutes les dérives éthiques de ces dernières années, quel message avez-vous envie d'adresser aux jeunes qui vivent de plein fouet, la crise des valeurs? Voilà, on mixe tout ça et Emmanuel, vous vous débrouillez avec ça. Je vais vous décevoir. Sans aucun doute. Je ne me conçois pas intérieurement dans la réponse que je vais vous donner comme étant d'une génération. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des générations, pas plus qu'il y a des catégories, qu'il y a des races, qu'il y a des nations, qu'il y a des syndicats, qu'il y a des entreprises. On est juste des êtres humains. D'accord, bah répondez à la question quand même. Mais oui, je vais répondre à la question. Donc ça veut dire que ce n'est pas la génération. Moi, je connais des gens qui ont 70 ans aujourd'hui qui font des trucs absolument extraordinaires, y compris dans l'entreprise. Et des jeunes de 25 qui font la même chose. Et j'en connais d'autres qui me fascinent moins du point de vue de la façon dont ils transforment le monde. Ce n'est pas une question de génération. Je ne crois vraiment pas que ce soit une question de génération. Je pense même, à vrai dire, qu'une des pistes pour grandir tous ensemble, c'est de réinventer le lien intergénérationnel. C'est d'arrêter de penser les générations les unes contre les autres. Même si je comprends bien, et là ça mériterait un long débat dans lequel je ne rentrerai pas, enfin développement, qu'on puisse être amené à réfléchir dans ces termes-là. Par ailleurs, je ne me sens pas en situation d'enseigner ou d'expliquer l'éthique. Ce que je suis capable et seulement capable de faire, c'est de décrire de façon sans doute maladroite et incomplète, et donc d'une certaine façon forcément manipulatoire et mensongère, je vous avertis, ce qui a été mon parcours de conscience en tant que manager, puis dirigeant d'entreprise au cours des 25 dernières années. Et quelques espoirs. Et c'est sur ce point que je peux répondre à la deuxième question sur les jeunes d'aujourd'hui. D'une certaine façon, moi je partage ce que dit Cécile sur le fait que le modèle tel que nous l'avons pensé et en partie tel qu'il a été mis en œuvre ne va pas tenir très longtemps. Il va sans doute continuer à tenir parce que les modèles sont solides, mais il produit infiniment moins de vie qu'il ne pourrait en produire, qu'il ne pourrait en partager, qu'il ne pourrait en générer si on l'inventait différemment. Et ce qu'on peut dire par rapport à la génération précédente, c'est que maintenant nous savons. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on ne connaissait pas. L'environnement, c'était un truc de baba cool, voilà, on ne savait pas très bien. Maintenant on sait. La finance, on ne savait pas. Maintenant on sait. Et je trouve que ce qui appartient aux personnes qui ont cette expérience, c'est de le dire. C'est de le dire, de le partager et d'aider, d'autoriser que des plus jeunes, sans doute, mais des plus âgés aussi, en tout cas des personnes qui en conscience se sentent l'envie de faire les choses différemment. Pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai
un devoir d'utopie. J'ai un devoir d'ouvrir ces possibles, de permettre ces doutes, de créer des espaces dans lesquels on invente des modèles nouveaux. Et je pense simplement, et je vois autour de moi, plein de gens, sans doute pas suffisamment aujourd'hui, mais qui ont suffisamment de doutes sur le modèle actuel pour ouvrir et commencer à autoriser ces nouveaux possibles et ces nouvelles inventions. Cécile, vous voulez intervenir? Oui. Oui, sur la question de l'enseignement, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je crois qu'il y a déjà, en général, c'est déjà très bien si on enseigne l'éthique et la RSE, par exemple dans les écoles de commerce. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on enseigne l'éthique et la RSE. La question, c'est de savoir comment et jusqu'à quel point ce type d'enseignement permet véritablement de réfléchir au modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui, à ses limites, et à l'invention d'autres modèles économiques. Donc moi, je suis assez réservée, à vrai dire, à l'égard des cours de RSE, d'éthique des affaires en général, parce qu'il me semble qu'ils ont plutôt eu tendance à renforcer le modèle dominant. Et qu'il n'était pas, le plus souvent, il ne permettait pas fondamentalement un regard critique sur l'économie dans laquelle que nous vivons. Donc je pense que la première chose, c'est de se dire comment est-ce qu'on favorise plutôt une réflexion, je dirais, d'ordre éthique, politique. Comment est-ce qu'on aide les futurs managers de nos entreprises, d'ailleurs pas simplement les grandes, mais aussi petites et moyennes? Comment est-ce qu'on aide aussi les ingénieurs à réfléchir, à prendre là encore un peu de distance par rapport à des métiers, à des compétences techniques, pour aider à réinscrire leur activité dans un monde et dans un cadre plus vaste. Voilà. Alors ça suppose de se poser des bonnes questions sur la manière dont chaque discipline se conçoit, pas simplement comme une discipline technique, mais comme une discipline articulée à d'autres. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faudrait à la fois, idéalement, des cours de philosophie morale et politique, mais aussi des cours appliqués à chaque discipline qui permettent de réfléchir en matière de communication, de marketing, en matière de finance, de comptabilité, de fiscalité, à ce qui se joue. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, quand j'enseigne les questions liées à l'éthique, à l'engagement des multinationales, la manière dont elles peuvent contribuer au développement dans des pays, notamment des pays du Sud, eh bien, ce que je souligne, c'est qu'il me semble que la première chose, c'est de regarder la RSE pas simplement comme des bonnes pratiques à côté du cœur de métier, mais que ce qui importe, c'est de regarder le cœur de l'activité économique et de regarder, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'appelle les tensions qui traversent cette activité, c'est-à-dire, dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait les objectifs financiers, les objectifs dits extra-financiers. Il y a une chose à laquelle il me semble qu'il est fondamental de réfléchir, ce sont les questions liées à la fois à la responsabilité économique et financière des acteurs économiques, c'est-à-dire la façon dont les choix d'investissement se font, et ensuite la question du partage de la richesse créée. Et là, notamment, je crois que les questions à la fois comptables et fiscales sont décisives pour essayer de réfléchir à une responsabilité fiscale qui soit intégrée dans cette réflexion large sur les conditions d'une juste création et d'un juste partage de la valeur. Et puis, il me semble, alors j'évoquais aussi tout à l'heure le rôle politique de l'entreprise, qu'en même temps, on ne peut pas considérer simplement qu'on est moral à partir du moment où on fait ce qu'il faut pour ses salariés, sans se préoccuper alors de ce que Danone appelle son écosystème, par exemple, dire cette idée que l'entreprise, elle n'est pas hors sol, elle est sur des territoires et qu'elle a des effets sur les territoires. C'est pour ça que je reprends la question de la fiscalité, c'est que déjà, l'entreprise, elle paye des impôts au gouvernement qui lui permet à ces gouvernements, ses pouvoirs public, a priori, de jouer un rôle en matière de contribution à la santé, à l'éducation, aux infrastructures. Ce qui ne devrait pas être la responsabilité des entreprises. Et pour aller beaucoup au Nigeria, je dois dire que, ce qui est très frappant, c'est une détérioration du lien social liée notamment au fait qu'on a fait porter aux entreprises un rôle qui n'est pas le leur. Bon, donc il y a cette question de la fiscalité et puis il y a toute l'inscription de l'entreprise dans un territoire, ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire des groupes, à la fois que ce soit les sous-traitants, les clients, les consommateurs, les populations riveraines, qui sont touchés à divers titres par l'activité économique. Et que là, moi, ça me semble, alors la question du partage des revenus dans l'entreprise est un sujet sur lequel d'ailleurs Emmanuel a eu le courage de donner des chiffres très explicites, alors je te laisserai peut-être les donner, je te cite sans arrêt, pour dire que c'est pas simplement une lubie d'altermondialistes excités, mais que c'est vraiment une question de fond en termes d'équité dans le partage. Mais je trouve que derrière cette question-là, il y a aussi fondamentalement la question du creusement des inégalités dans nos sociétés.
Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal avec un discours qui se veut pragmatique, qui dit « regardez ce qui se passe chez nos amis anglo-saxons ». La semaine dernière encore, j'étais avec des directeurs fiscaux du CAC 40, en gros, pour un colloque sur les questions de fiscalité internationale. Et en gros, un des juristes interrogés disait « mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas modèle ?» En fait, notre fiscalité en France est absolument, elle pèse beaucoup trop sur les hauts salaires. Et en fait, on ferait fuir les cerveaux et mettons-nous sur le modèle anglo-saxon. Alors là, je trouve que dans le cadre d'une réflexion qui était en plus sur le lien entre la fiscalité et les enjeux éthiques et politiques collectifs, je trouve très inquiétant qu'on se cantonne à une réflexion qui dit mais soyons pragmatiques et suivons les autres. Alors que nous voyons bien, et ça c'est aussi très documenté par un certain nombre de recherches faites par des chercheurs, dont d'ailleurs un d'entre eux a traduit, le livre a été traduit en français, c'est Richard Wilkinson et Kate Pickett qui ont écrit un livre. Alors ce sont des Anglais, des épidémiologues qui s'intéressent aux inégalités et qui ont essayé de voir s'il y avait des corrélations entre le niveau d'inégalité dans les pays de l'OCDE, donc dans les pays riches, et les problèmes sanitaires et sociaux. Et ils ont montré qu'en fait, les pays dans lesquels il y a moins d'inégalités de revenus sont aussi les pays dans lesquels il y a moins de problèmes sociaux. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi un argument pour dire nous avons tous intérêt collectivement à faire en sorte que ces inégalités se réduisent. Et il me semble que là-dedans, quand même, les entreprises et les grandes entreprises ont un rôle à jouer, et enfin, au moins en termes de réflexion dans l'espace public sur ces sujets. Alors, on va zoomer sur Danone et après, j'aimerais qu'on prenne les questions SMS qui arrivent. Il y en a une que je n'ai toujours pas pu poser. Mais zoomons peut-être quelques minutes sur Danone, si vous voulez bien, Emmanuel, qu'on parle du cœur de métier ou qu'on parle à la marge. C'est quand même vous qui avez présenté Mohamed Younous. Donc, vous connaissez, hein, je ne vous fais pas le portrait, la Grameen Bank, en 2006 à Franck Ribou. Ça a été quand même je sais pas, une sorte de révolution, non à ce moment-là, ça a changé des choses chez Danone. Alors peut-être à la marge, on va le raconter, mais il y a eu cette usine au Bangladesh qui a été créée pour créer des yaourts particulièrement chargés en nutriments pour nourrir cette population. Ça fait 8 ans que ce projet est lancé. Il y a d'autres projets dont vous allez peut-être nous parler, mais l'éthique est devenue partie prenante de ce groupe-là que vous dirigez aujourd'hui, non ? Oui, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, je pense que la rencontre avec Mohamed Younous a été une espèce de réveil à la réalité pour une entreprise dont le génie collectif avait tracé 40 ans auparavant, dans un discours d'Antoine Ribou, les bases de ce qui avait été appelé, ce qui est toujours appelé chez Danone, le double projet économique et social. Antoine Ribou, aux assises du CNPF à Marseille, donc le MEDEF de l'époque, qui en avait été chassé par les officiels du MEDEF et qui avait dit dans ces conditions, je ferai ma conférence de presse au café d'en face. Et donc finalement, le système a préféré reprendre le trublion à son compte. Et donc Antoine Ribou a présenté son programme qui disait grosso modo, il ne peut pas y avoir de développement, de création de valeur économique sans développement humain. Les hommes d'aujourd'hui aspirent à autre chose. Nous n'avons qu'une seule terre, nous en sommes responsables, etc., etc. Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de... Non, mais le terreau était là. Mais le terreau était là et il avait été servi parce qu'Antoine avait été très très frappé par mai 68 et plein d'autres choses. Et donc, la rencontre avec Mohamed Younous, 40 ans plus tard, ça a été le réveil de cette conscience collective au sens de nous rencontrions quelqu'un qui, dans un domaine complètement différent et sur des territoires qui étaient ceux sur lesquels on était en train d'entrer, avait trouvé des modèles économiques dont l'objectif n'était pas la création de valeur économique, mais la création de valeur sociale, et qui avait sorti des dizaines de millions de personnes de la pauvreté au sens du seuil de pauvreté absolue au Bangladesh, au travers de Grameen Bank et de tout un tas d'autres choses qu'il avait fait. Et donc cette rencontre avec Younous a été une rencontre d'abord de personnes, entre Franck et lui, bien entendu, mais aussi de projets et d'entreprises qui nous a amenés vers cette initiative Grameen Danone et Danone Communities qui a été extraordinaire pour nous, même si elle reste totalement marginale aujourd'hui,
dans les chiffres de Danone. Une question qu'on m'a posée récemment, on m'a dit mais au fond ça pèse combien le social business chez Danone? Et j'ai dit mais la question c'est pas de savoir combien ça pèse, c'est combien ça soulève. Parce que c'est ça que ça fait. Ça a remis debout des gens qui se sont retrouvés en adéquation avec leur mission, avec la mission de l'entreprise, qui ont pu se connecter à titre personnel, en conscience, à la démarche qu'on était en train de faire. Et ça a permis ensuite, en effet, d'ouvrir sur d'autres plateformes d'innovation sociétale, sur lesquelles, au total, aujourd'hui, on a levé à peu près 200 millions d'euros, qui sont présentes dans une trentaine de pays différents. Ce qui me semble important dans cette histoire, c'est de nouveau ça. C'est pas tellement la question de savoir combien ça pèse, mais qu'est-ce que ça soulève. Et ça soulève, dans le cœur de métier, une interrogation sur nos pratiques, une interrogation sur nos finalités, une interrogation aussi en termes d'innovation. On a énormément appris du contact avec Grameen Bank et avec ensuite plein d'autres institutions dans ces pays-là. Ça nous a amené également à développer des projets de ce type en France. On a participé à la création d'un incubateur de solutions de marché à des problématiques sociales avec un certain nombre d'autres grandes entreprises françaises dont je m'occupe entre autres. Donc voilà, ça a redonné du sens, un supplément de sens, je dirais. Je ne prétends pas qu'il n'y avait pas de sens avant, mais un vrai supplément de sens à notre mission. Et je pense, j'arrête juste maintenant, mais je pense que ce qui s'est passé pour Danone peut se passer pour n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que je ne crois pas aux entreprises qui naissent parce qu'un entrepreneur a décidé qu'avec une bonne idée, il allait devenir très riche. Ça ne marche que, enfin, statistiquement, ça ne marche pas. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Une entreprise, ça fonctionne parce que ça a une utilité sociale. Ça apporte quelque chose. C'est forcément une organisation qui est tournée vers une forme d'altérité. Et je pense que les grandes organisations que nous sommes, celles que Cécile fréquente et conseille ou analyse, ont souvent oublié ce génie de départ qui les a fondés. Gilbert Trigano avec le Club Med, Nouvelles Frontières et Jacques Maillot, Accord de Brûle et Pélisson, enfin tous ces aventuriers qui aujourd'hui ont donné naissance à des très très grandes entreprises, dont la pression du marché, la gouvernance, ce qu'on disait sur la finance tout à l'heure, a laminé le génie initial et la valeur sociale dont elles étaient porteuses au départ de cette intuition. Et ça, toutes les entreprises peuvent le retrouver. Le problème, c'est surtout de ne pas l'oublier en chemin. Donc quand on l'a oublié, il faut le retrouver. Alors, on va prendre 3 questions d'affilée. Il y en a une qui nous attend depuis longtemps, qui était quelle était la place de la performance dans l'éthique? Si vous voulez bien répondre, Emmanuel. Alors, la performance, elle est... deux choses. D'abord, elle est aveugle, c'est un mythe. La performance est un mythe. Je vous encourage à lire un livre que j'avais lu quand j'ai écrit le mien. Je crois que c'était de Jacques Le Goff qui s'appelait Le mythe de la performance. Ça n'existe pas, la performance. C'est-à-dire qu'on pose 100 questions, enfin on pose la même question à 100 personnes, aucune n'est capable de donner la même réponse. Pour une raison simple, c'est que la performance, ça mesure une efficacité par rapport à un objectif. C'est aveugle, la performance. On en vient à ce que disait Donc elle n'a pas sa place dans l'éthique. Cécile. Non. En même temps, il est clair que l'efficacité est absolument nécessaire dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire depuis 1 heure, c'est du baratin et c'est du vernis si je ne parle pas, si je ne mets pas d'abord comme postulat la question de l'efficacité. C'est-à-dire que nous sommes comptables de l'argent qui nous est confié par nos actionnaires, nous sommes comptables des talents des personnes qui nous rejoignent, nous sommes comptables du temps que nous investissons, parce qu'une entreprise, de nouveau, elle a un objectif, avant même d'être un objectif de retour pour ses actionnaires, de produire quelque chose, de produire un service, un bien, etc. Et elle est dans un univers qui est concurrentiel. Donc, pourquoi je parlais d'une ligne de crête tout à l'heure et pas d'un grand principe? C'est que justement, le cheminement éthique et l'interrogation éthique, elle est précisément dans le réglage entre, le réglage entre la performance telle qu'elle nous apparaît au premier abord et la posture, je dirais, de tempérance à laquelle je crois que nous sommes en conscience appelés et qui nous amène à prendre des décisions
sur une marge de manœuvre qui est parfois extrêmement étroite entre les deux. Le mot tempérance, il est très important, hein. Ça fait partie du vocabulaire de base d'Emmanuel Faber, enfin de base, au contraire, non, c'est un mot qui guide votre vie à tous les niveaux. Je voulais quand même le préciser. Cécile, qu'avez-vous pensé de la morale ou de l'absence de morale de Monsieur Le Floch-Prigent? Est-ce votre conception des relations commerciales internationales? Juste, mais ça fait peut-être le lien, je rebondirai juste sur la question de la performance en disant que peut-être une façon de rapprocher les objectifs justement financiers, enfin disons de performance au sens de performance économique et financière et les dimensions extra-financières, c'est aussi de réfléchir à la façon dont on conçoit l'activité économique en intégrant les coûts liés aux ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire les dommages que l'activité économique fait subir à son environnement naturel et humain. Et là, il me semble que, alors pour aller dans le sens de ce qu'Emmanuel évoquait, il y a quand même aussi une difficulté liée au fait que la définition juridique des sociétés commerciales ne rend pas compte de cette idée que l'économie est faite d'abord pour être au service d'une utilité sociale, d'un intérêt général. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a une série de travaux d'universitaires de part et d'autre de l'Atlantique d'ailleurs, qui réfléchissent, puisque les questions juridiques sont à peu près les mêmes en France et dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis, pour essayer de définir autrement l'entreprise, qui d'ailleurs n'est pas définie en droit. Un juriste comme Jean-Philippe Robé souligne que l'entreprise, voilà, elle n'est pas définie. Celle qui est définie, c'est la société commerciale, dont on dit on dit généralement que la société, elle appartient aux actionnaires, ce qui n'est pas vrai. L'entreprise. Et ce qu'il propose, alors, c'est de repenser cette fonction de l'entreprise dans la société. Et je cite aussi un de nos co-auteurs du livre 20 propositions pour réformer le capitalisme, qui est un juriste, comme il dit, haut de bilan, qui est Daniel Hurstel, qui a proposé une reformulation de l'article 1832 du Code civil qui définit la société commerciale. Je trouve sa définition très intéressante parce qu'elle ouvre ensuite à une pluralité de formes juridiques pour l'entreprise, mais ce qu'elle essaye de mettre en avant, c'est le fait que l'entreprise est avant tout un projet collectif, financé, dit-il, au moyen du profit, dont on doit vérifier que ce projet est compatible avec l'intérêt général. Et la définition, en fait, au fond, elle est très simple, mais elle permet de mettre en avant la question de l'entreprise comme un projet collectif, projet dont on doit discerner s'il est ou non et dans quelle mesure il va dans le sens d'une utilité sociale, d'un intérêt, et ensuite replaçant la question de la création de valeur financière à son juste niveau, c'est-à-dire au niveau d'un moyen. Et ça me semble être intéressant pour éviter aussi que certains actionnaires, notamment aux États-Unis, raisonnent en termes de responsabilité fiduciaire de l'entreprise et attaquent les entreprises dont elles estiment que parfois elles accordent une part trop grosse des profits aux parties prenantes qui ne sont pas les actionnaires. Voilà. Alors, la réponse du berger à la bergère. Oui, je voudrais revenir, parce que Cécile aborde pour moi un thème qui est essentiel. J'insiste sur un point qui est que ce que j'ai dit sur la comptabilité que nous avons à tenir des talents, du temps et de l'argent, je le fais de la même façon dans l'innovation sociale chez Danone. C'est-à-dire que j'ai la même exigence sur la façon dont on calcule le CO2, nos émissions, dont on travaille sur leur réduction, dans la façon dont on travaille avec l'écosystème de nos fermiers, de la microdistribution, du recyclage du PET dans les décharges, dans les pays en voie de développement, etc. J'ai la même demande, la même exigence. Et donc cette question du rapport entre l'exigence et la tempérance, pour moi, ne caractérise pas les entreprises. Je voudrais mettre vraiment ça très au clair, dans ma pensée en tout cas, avec vous. Parce que les ONG, l'humanitaire, les fondations sont dans la même logique. Je travaille avec plein de grandes fondations qui ont exactement la même logique. Et les fondations sont dans un environnement concurrentiel. Elles se font concurrence parce qu'elles vont chercher de l'argent au même endroit chez des philanthropes. Et elles investissent au même endroit sur les mêmes projets, si possible, qui vont pouvoir leur permettre, en faisant de la publicité, de trouver d'autres fonds. Donc il n'y a pas d'un côté un schéma dans lequel il n'y aurait que les entreprises qui sont à la recherche et comptables des richesses dont je viens de parler, les talents, l'argent et le temps, et de l'autre, ce serait les bisounours où on est comptable de rien du tout. C'est faux. Et je continue de nouveau pour enfoncer des portes ouvertes. Quand j'apprends à mettre le couvert à la petite dernière plutôt que de demander à l'aîné de le faire, qui va le faire en 2 minutes,
je tolère, je vais prendre du temps, ça va casser, puis ça va apprendre, et puis je bâtis l'avenir, donc j'investis, etc. Mais c'est tout aussi vrai d'une entreprise comme Bretagne Atelier, qui est un atelier d'insertion que je connais depuis très longtemps, qui travaille qui fait de la première monte pour l'automobile et pour le TGV, y compris des systèmes de sécurité pour le TGV. Là, une particularité, c'est que sur les 570 salariés, il y a 470 handicapés. Elle est dans le monde concurrentiel. Simplement, cette entreprise a eu le génie d'aller chercher les talents dans leur diversité de personnes dont voilà, tout le monde dirait qu'a priori ils ne sont pas dans la performance. C'est juste pour casser quelques mythes. Hein, bien entendu, ce n'est pas la performance d'un côté pour les entreprises et tout le reste va bien. Les choses sont beaucoup plus riches et complexes que ça. Alors, une entreprise éthique et responsable, comme Danone, j'imagine, peut-elle continuer à utiliser les OGM dans ses produits alimentaires? Attaque frontale. Ah bah, je pense là, Emmanuel. Bon. Je vais vous faire une réponse personnelle. Ça dépend de ce que vous pensez des OGM et ça dépend pourquoi vous le faites. Je suis extrêmement sérieux dans ce que je dis. Maintenant, pour d'autres raisons, qui sont des raisons de marketing, Danone n'utilise pas d'OGM, en particulier en France, parce que les consommateurs n'en veulent pas. Et parce que globalement, le consensus collectif en France sur les OGM, et c'est vrai d'ailleurs en Europe, n'est absolument pas le même qu'en Argentine, au Brésil, en Chine ou aux États-Unis. Mais en revanche, une chose que nous ne savons pas faire, y compris mes amis fermiers dans les Hautes-Alpes, dans mon village natal, ne savent pas faire le tri dans la nourriture pour animaux qui leur est livrée, de ce qui vient du Brésil au travers des ports d'importation d'Amsterdam et de ce qui vient de l'Europe. Donc nous ne savons pas garantir que l'ensemble du cheptel laitier français, personne ne sait le faire, n'est pas en partie fourni par des tourteaux de soja, du blé ou du maïs qui seraient d'origine OGM. Et je reviens, pour moi, la question éthique à se poser, la première qui me vient en entendant cette question, c'est qu'est-ce que moi je pense fondamentalement des OGM? Et deuxièmement, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour gagner encore plus d'argent? Ou est-ce que c'est parce que si les OGM sont une solution, mon utilité sociale va permettre d'être beaucoup plus importante dans des pays dans lesquels ce serait impossible de faire différemment? Donc il y a pas de, pour moi, il y a des principes très importants de précaution, de tout ce qu'on veut, etc. Mais ce sont les deux interrogations qui me viennent en face de cette question. Je voudrais qu'on pose une question au public parce que on va y répondre juste après avoir fait ce petit sondage. Mais est-ce qu'on parle de la même éthique quand on parle à une PME ou quand on parle à une multinationale? Donc j'aimerais que vous repreniez vos portables. On va arrêter 2 secondes les questions. Et on va vous poser la question suivante. Est-ce que dans votre univers professionnel, vous travaillez plutôt en lien avec une ou des multinationales ou que vous êtes plutôt côté PME? Donc, vous tapez juste 1 sur le même numéro de téléphone que tout à l'heure. Si vous êtes plutôt en lien avec des multinationales, c'est pour savoir à peu près qui on a dans la salle. Et 2, si vous êtes plutôt en lien avec une ou des PME. Alors, on va essayer de faire ça vite. Et la question que je vous poserai, effectivement, est-ce que l'éthique, est-ce qu'on parle de la même éthique et est-ce que les enjeux éthiques sont les mêmes quand on parle d'une entreprise mondialisée comme Danone, quand on parle d'une petite entreprise, une petite PME de Rhône-Alpes ou d'ailleurs? Très bien. Cécile Renoir nous promet une réponse sur monsieur Le Floch-Prigent. Bon, on peut le faire maintenant, à la limite, pendant le vote. Oui, et ça rejoint un peu la question sur les OGM. C'est-à-dire qu'à mon sens, derrière, il y a fondamentalement une interrogation sur le capitalisme mondialisé et sur le diagnostic à discuter par rapport à ce qu'on évoquait des enjeux écologiques et énergétiques, par rapport à la question de l'avenir de la planète, par rapport à la question de comment nourrir l'humanité d'une manière viable, vivable pour les années et les décennies qui viennent. Alors qu'on sait qu'il faudrait 5 planètes comme la nôtre si on vivait tous comme des Américains. Voilà. Exactement. Je crois que c'est encore plus quand on est comme des Américains. Je crois que c'est comme des... Oui, non, peut-être. Dans votre livre, c'est marqué 5. Ah oui, bon.
Donc, enfin, c'est beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est insoutenable. Donc, comment faisons-nous? Et a priori, ce qui ressort des études qui sont faites, c'est plutôt l'idée qu'il faut revenir à des modèles d'agroforesterie, d'agriculture davantage biologique et essayer d'utiliser nettement moins d'OGM ou de produits chimiques dans nos modèles d'agriculture intensive et dont on voit qu'elles ont des effets négatifs sur les sols de la planète. Voilà. Et il y a un certain nombre de chercheurs en agronomie en France et ailleurs et de différents pays qui sont d'accord pour dire que il faut vraiment, on a eu la révolution verte, mais maintenant il faut réfléchir autrement. Et donc ça va plutôt vraiment dans le sens d'abandonner ces cultures OGM. Alors, voilà. Mais ça, je pense que c'est un débat à mener dans l'espace public pour éviter d'en rester à des anathèmes réciproques entre... Alors, le sondage vient de tomber, donc on a... ça a un peu bougé. 15% des gens qui sont dans la salle donc, travaillent avec une ou des multinationales et 85% sont plutôt côté PME. Forte représentation des PME, ça n'arrête pas de bouger, ce sondage. Est-ce que l'éthique est la même en PME? Est-ce que Emmanuel Faber a les mêmes enjeux que les 85% de personnes qui sont dans la salle en termes d'éthique? Alors, c'est une chose qu'on me fait souvent remarquer quand je parle plutôt d'ailleurs des entreprises multinationales et des enjeux que pose leur présence dans les pays du Sud, c'est que souvent les gens me disent c'est bien ce que vous dites et la promotion de réglementations contraignantes, par exemple sur un certain nombre de sujets, mais nous, en tant que chefs de petites et moyennes entreprises, nous, on a plutôt le sentiment d'être écrasés par des contraintes réglementaires, par des procédures administratives très lourdes. Qui sont formatées pour les multinationales, finalement. Oui, donc en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est plutôt, en général, mon cœur de métier, c'est cette réflexion sur l'harmonisation des règles du jeu international, sur les dysfonctionnements et sur ce qui fait que dans l'activité, notamment des grosses entreprises, il y a un certain nombre de phénomènes d'entraînement, d'effets de système qui ne nous aident pas à affronter les défis de demain et qui, en tout cas, à mon sens, militent pour certes des engagements de la part des entreprises qui essayent d'être proactives dans un certain nombre de domaines, mais aussi la reconnaissance des limites si nous n'avons pas une harmonisation des règles du jeu, notamment en matière commerciale, voilà, internationale, et puis notamment en termes de fiscalité. Et là, on pourrait y revenir, mais il y a quand même pas mal de choses qui bougent à l'heure actuelle dans ce sens-là. Et c'est vrai, alors pour discuter avec un certain nombre de chefs d'entreprise aussi de plus petite taille, ce qu'ils soulignent, c'est qu'effectivement, on peut défendre à la fois l'idée qu'il faut des réglementations internationales plus contraignantes, parce que aussi ça aura des effets positifs sur le tissu industriel français, sur le fait de relocaliser un certain nombre de productions, parce que si on milite pour une élévation des standards sociaux et environnementaux dans les pays du Sud, il y aura peut-être un peu moins d'incitation pour un certain nombre d'entreprises à délocaliser. Et donc au fond, c'est aussi une façon de promouvoir le développement d'entreprises de différents secteurs en France. Bon. Et puis par ailleurs, il y a la réflexion sur le fait que dans une petite entreprise, alors je ne sais pas je pense que les fondamentaux des éthiques qu'on a évoqués l'un et l'autre sont les mêmes. Simplement, effectivement, c'est quand même a priori plus simple d'être partie prenante d'une réflexion collective quand on est une petite structure. Voilà. Ensuite, je pense que ça dépend des secteurs, ça dépend des expériences, et ça peut-être que les uns et les autres dans l'Assemblée auraient beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils perçoivent comme étant des enjeux éthiques tout à fait spécifiques à leur domaine d'activité. Et ça, c'est une autre chose que je voudrais dire, c'est que indépendamment de la différence d'échelle entre une PME ou une multinationale, il y a aussi la question du secteur. Et je trouve que c'est quand même pas tout à fait de la même chose de réfléchir à une entreprise qui exploite des mines de charbon que de parler de Danone, que de parler de Michelin, que de parler de Total, parler de Veolia ou Rhône-Poulenc. Enfin, maintenant c'est plus Rhône-Poulenc, mais c'est voilà, Saint-Gobain, disons, pour prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'interrogation éthique, en tout cas vis-à-vis des enjeux liés à l'évolution de nos modèles économiques pour aller dans le sens de la transition écologique et énergétique, les questions ne se posent pas de la même manière. Et donc, on ne peut pas dire. Et là, je pense qu'il y a aussi dans le discours général sur la RSE un problème, parce qu'on fait comme si toutes les entreprises pouvaient être de la même façon des acteurs responsables. Or, il me semble qu'il faut pouvoir dire avec force que pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, il faut vraiment décroître dans certains secteurs pour créer des emplois massivement dans d'autres secteurs. Et c'est toute la réflexion. Là, moi, j'ai un doctorant qui va démarrer sa thèse à Oxford sur la question du unburnable carbone, donc je ne sais pas comment on traduit en français, du carbone imbrûlable, c'est-à-dire cette idée, le calcul qui a été fait par une ONG
l'ONG Lee à Oxford d'ailleurs, c'est qu'il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sous-sol planétaire si on veut éviter la catastrophe. Et lui, il va démarrer sa thèse, d'ailleurs c'est dans un centre à Oxford qui travaille avec des compagnies pétrolières ou autres, c'est réfléchir sur les responsabilités partagées des consommateurs, des États, des entreprises type compagnie pétrolière et des investisseurs sur cette question-là. Et là, je pense qu'il faut dire quand même très fortement que l'exploitation indéfinie des ressources fossiles est un problème majeur. Et donc voilà, là, la question éthique, elle se pose aussi à ce niveau-là.